Électrochoc, le podcast des électrons libres. Face à la brutalité, la force de la liberté. Aujourd'hui, nous allons nous demander si l'Europe a encore les moyens de défendre son modèle face aux nouvelles logiques de puissance qui secouent le monde. C'est une question immense, Max. Les plaques tectoniques géopolitiques sont en train de bouger. Entre la politique commerciale très agressive des États-Unis, la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, l'Europe est vraiment mise à l'épreuve. Exactement. Et ce qui est frappant, c'est cette citation de l'économiste Frédéric Bastiat qui n'a jamais semblé aussi actuelle. Si les marchandises ne traversent pas les frontières, les soldats le feront. On a l'impression que la réponse à cette brutalité, c'est peut-être un retour aux fondamentaux. Le libre-échange, l'état de droit, la coopération. Un retour aux fondamentaux, oui, mais un retour musclé, si je puis dire. Il ne s'agit pas d'être naïf. L'idée qui émerge, c'est que face à un monde où les règles sont bafouées, l'Europe et d'autres puissances partageant les mêmes valeurs doivent s'unir pour créer leur propre espace de stabilité et de prospérité. C'est un peu l'idée que l'hégémonie américaine n'est pas une fatalité. La réponse ne serait ni le déni, ni le repli sur soi, mais une coopération ambitieuse entre des pays qui croient encore à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et aux droits humains. Mais là, on touche à un point sensible. Ces valeurs, c'est le cœur du projet européen. Mais on sait bien qu'elles ne pèsent pas lourd sans une véritable puissance matérielle, économique, pour les soutenir. Et c'est là que le bât blesse, parfois. C'est vrai. On a l'impression que l'Europe se met elle-même des bâtons dans les roues. On a des contradictions internes assez fortes. Prends l'exemple de l'accord commercial avec le Mercosur, ces pays d'Amérique du Sud. Ah oui, le serpent de mer. Cet accord, sur papier, c'est exactement de ce dont on parle. Ouvrir de nouveaux marchés, sécuriser nos approvisionnements en matières premières, réduire notre dépendance vis-à-vis d'autres blocs. Et pourtant, il est bloqué, remis en question. Et ce blocage a un coût. On parle de centaines de milliards d'euros de pertes pour l'économie européenne depuis quelques années. C'est un manque de prévisibilité terrible pour les entreprises qui ont besoin d'un cadre stable pour investir et se développer. C'est un exemple parfait de cette tendance à l'autoflagellation. On se dote de normes environnementales et sociales très strictes, ce qui est une bonne chose en soi, mais on le fait parfois sans penser à sécuriser nos chaînes d'approvisionnement ou à développer nos propres ressources. Résultat, on perd en compétitivité face à des concurrents qui ont beaucoup moins de contraintes. On mine nous-mêmes notre capacité à agir en tant que puissance. On a passé des années à critiquer la croissance, à se plier aux volontés américaines, et maintenant il faudrait changer de logiciel, presque du jour au lendemain. C'est un défi culturel énorme. Mais c'est aussi une occasion historique, non ? Une occasion de prouver que la coopération est plus efficace que l'intimidation et de montrer que les discours populistes qui prônent le repli n'ont souvent pas de réponse concrète face aux vrais rapports de force économiques. Absolument, et ce qui est encourageant, c'est que l'Europe n'est pas démunie. Loin de là, elle dispose d'un véritable arsenal pour affirmer son rôle sur la scène mondiale. Tu penses à quoi, par exemple ? Déjà, à des choses très concrètes pour les entrepreneurs. Il y a un projet pour permettre de créer une entreprise pan-européenne entièrement en ligne en 48 heures sans se noyer dans les 27 bureaucraties nationales. Imagine l'impact pour les startups et l'innovation. Ça, c'est pour la dynamique interne. Et vers l'extérieur ? Vers l'extérieur, il y a une vraie prise de conscience sur notre autonomie stratégique, notamment sur les matières premières critiques où notre dépendance à la Chine est dangereuse. L'Union a fixé des objectifs clairs pour 2030. Extraire plus chez nous, transformer plus chez nous et recycler beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'autonomie ouverte. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de réduire nos vulnérabilités pour pouvoir commercer de manière plus équilibrée et souveraine. Exactement. Et puis, il faut tordre le cou à cette idée que l'Europe est naïve dans ses négociations commerciales. Les accords contiennent des outils très puissants, des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs qui imposent à nos partenaires nos normes sociales ou environnementales. Sans oublier les clauses sur les droits humains et la démocratie. Si un pays partenaire ne les respecte pas, l'Union peut suspendre les avantages commerciaux. Ce n'est pas juste du commerce, c'est aussi un levier pour défendre nos valeurs. Et puis, il y a l'arme ultime qu'on surnomme le bazooka commercial. C'est un instrument anti-coercition. Si un pays tiers essaie de faire pression économique sur un État membre, l'Union peut riposter de manière unie et coordonnée avec des contre-mesures. Ce qui transforme une faiblesse potentielle, la division, en une force, c'est la clé.
La réponse n'est pas le protectionnisme, mais la fermeté et l'unité pour défendre un commerce basé sur des règles justes. Voilà. Le défi est immense, mais les outils sont là. Si l'Europe arrive à les utiliser de manière cohérente, unie et déterminée, elle peut vraiment transformer ces crises en opportunités. En somme, il s'agit de réaffirmer son modèle, celui d'une puissance qui ne choisit pas entre ses intérêts économiques et ses valeurs, mais qui fait des deux le moteur de son action dans le monde. Un espoir réaliste donc. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.